Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Il va falloir que je change cette intro un jour parce que on commence à se foutre de ma gueule. Mes potes, quand j'arrive en soirée, commencent vraiment quand j'arrive, commencent à me dire bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal avec une espèce de voix à la fois très sérieuse et très suave comme ça. Donc je vais essayer de trouver une autre intro. Je sais pas si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Aujourd'hui, bon CPI, je dirais pas très bon, mais je dirais bon CPI qui vient d'être, la nouvelle vient de sortir il y a de ça une petite quarantaine de minutes. Donc on va aller voir quelles sont les structures, comment ça pourrait casser, etc. Est-ce que ça va vraiment printer quelque chose de bien, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi une question. Et puis au niveau de l'inflation, à quelle sauce un petit peu on va être mangé pour les prochains mois. On y va pour cette vidéo. Allez, intro. Alors vous avez ici le print de l'inflation qui est à 2,80 ici, d'accord. On a un core CPI qui est à 3,1 et ce que je qualifierais de, il n'y a pas vraiment de nom, mais moi j'appelle ça l'inflation de l'offre, on va dire, hein. En tout cas pétrole et bouffe. Ce sur quoi Powell ne peut pas vraiment agir, c'est plutôt soit le marché price une récession, soit il ne la price pas, qui est à moins 0,3. Ici, vous comprenez qu'on reste à moins 0,3 depuis un bon petit moment. On a une légère déflation sur les prix de l'énergie, etc. et toutes ces choses-là. Et puis, vous comprendrez que c'est le plus bas core CPI. Donc, ce sur quoi Powell peut, lui, pour le coup, réellement agir, c'est le plus bas depuis mars 2021, d'accord. Il n'y a pas eu de core CPI. Vous voyez que je les ai tous reportés ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce d'autant plus que finalement, si vous regardez en N-12, enfin en M-12, il y a 12 mois, ce qu'on efface, c'est le fait que ça n'a pas bougé. D'accord. Ici, vous voyez qu'on était très stable autour des 3,8, 3,9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vraie diminution de 0,2 qu'on a eu là, d'accord? Parce que parfois, étant donné que vous comprenez que l'agrégation du prix annuel, là ici, du year over year, c'est les 12 mois glissants, d'accord? Donc, il faut regarder aussi qu'est-ce qu'on efface. Et ça vous permet aussi d'évaluer, bien sûr, ce qui va derrière se printer. En tout cas, sur le gros chiffre, c'est un peu dommage qu'on cherche pas des choses en months over months. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si vous voulez aller à 2% d'inflation, vous allez essayer d'avoir quelque chose en months over months qui va être stable autour des 0,18, je dirais, un truc comme ça, hein, x 12, faudrait vérifier, mais en gros 2 divisé par 12, autour des 0,16. Si vous avez 0,16 en months over months toute l'année, vous aurez 2% à la fin de l'année, d'accord? Là, on fait 0,2 en months over months. Et en l'occurrence, ce que je vous montre ici, c'est que... alors d'abord, qu'est-ce qu'il nous a fait l'inflation? Elle a plombé pendant un bon moment, super, on est allé au 3%. Là, ouf, on retrouve un petit peu un trou d'air, hein, on va dire ça comme ça. Derrière, on fait cette espèce de triangle ici. Donc la trend était parfois haussière, parfois baissière, etc. C'est un moment où on a posé en haut, hein, Powell, ça c'est les taux. Hein, vous avez en rose ici, c'est les taux d'intérêt. Et derrière, à partir du moment où Powell sait qu'on va descendre et qu'on est effectivement dans une descente vers les 2%, qui malheureusement s'arrête à 2,40, il commence à baisser les taux. Le problème, c'est que ensuite on print 2 CPI à la suite, malgré ces baisses de taux semblent relancer l'inflation. En tout cas, on a un retour de l'inflation. Et finalement, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que on a eu ce triangle de continuation ici. Et derrière, là, pour le moment, ce qu'on a juste fait le mois dernier, c'était de revenir retester les 3% pour vérifier que c'est bon, on pouvait effectivement aller enfin sur le chemin des 2%. Alors certains vont avoir une autre lecture, c'est-à-dire qu'ils vont dire non mais les tarifs de Trump ça va augmenter les prix, c'est sûr, etc. Comme vous voulez, comme vous voulez. Pour moi, ça va plutôt ralentir la demande et provoquer une incertitude et faire provoquer encore plus les chiffres ici du pétrole, etc. Donc court terme, c'est très bon. Et je ne pense pas que les tarifs est un effet immédiat sur les prix à la consommation. C'est mon avis, mais voilà. En tout cas, ce qu'on voit ici aussi, c'est cette diminution qui était là, qui nous disait finalement, peut-être qu'à un moment donné, on va aller aux 2%, mais ça ne se fera que, je sais pas, en 2028. C'est d'ailleurs comme ça, souvent, hein, que la Fed fait un petit peu ses prédictions. Ici, on avait un momentum qui s'organise un peu plus vers le bas, et du coup, on pourrait pricer 2% en 2026, ce que je pense qu'il est en train de se produire, c'est que peut-être on va accélérer encore ce momentum. Donc ce genre de petite parabole qui nous ramène à 2%, et puis ensuite on traîne un petit peu sur la zone. Après ça peut reprendre effectivement, mais en tout cas voilà, pour moi, les chances que Powell diminue les taux augmentent, et je dirais
foncièrement pas le prochain meeting, mais peut-être à partir, je dirais, hein, c'est pas une certitude, mais à partir de mai-juin. Il faudrait regarder les dates des meetings, c'est ce qu'on va faire. Pour le moment, vous voyez que, assez bizarrement, hein, bon après c'est peut-être qu'il va falloir que tout ça s'aligne un petit peu, mais assez bizarrement, le marché est en train de pricer encore plus que Powell va rester en pause. Vous comprenez qu'il y a ça une semaine, on était à 6% qui pensaient qu'il y allait y avoir une baisse, et là on est désormais que à 3%. Donc c'est encore une fois un bon CPI, mais pas si bon que ça. Après, le prochain meeting, c'est quoi? 7 mai ou 18 juin. Allez, moi, je mettrais bien une pièce sur le fait qu'il pivote au 7 mai. Parce qu'entre-temps, on aura un CPI en avril. Si jamais ce CPI reste plus ou moins à la correction / baissier en avril, eh bien mars, avril, mai, ouais c'est ça, ouais, 2 CPI de suite qui seraient baissiers. Le prochain par exemple on pourrait dire, imaginons qu'il soit autour des 2,60. Personnellement sur Trueflation, on a l'impression que ça baisse plus que ce que ça nous a donné là. J'aurais bien joué 2,7 moi sur le CPI de ce mois-ci. Il se trouve que c'est 2,8. Bon ben voilà, on avait un consensus à 2,9, donc c'est déjà mieux que le consensus. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon CPI. Et voilà, il m'aurait manqué le petit très bon pour vraiment retourner totalement les attentes et les prédictions du marché. Donc c'est très bien, on avait un consensus à 2,9, on a un consensus, ça ne marche pas Trueflation, c'est pas grave. On avait un consensus à 2,9 et on avait surtout un consensus à 0,3 en months over months et finalement il est à 0,2. Voilà, sur Trueflation, on a vraiment le sentiment que ça va plus vite que ça au niveau diminution. Maintenant, comment vous dire? Trueflation, vous avez 10 millions de prix qui sont en temps réel, d'accord? C'est bien, c'est super pratique. En fait, vous avez Amazon qui donne ses prix, etc. Tout le monde donne un peu des API avec ses prix et Trueflation, finalement, calcule l'augmentation ou la diminution de tous ces prix agrégés en ligne. Sur Trueflation, on voit que ça plombe, mais ouvertement et très franchement. Alors, pendant le mois de février, ça plombe effectivement un petit peu, de 2,66 à... allez, de 17, donc de 0,4, on voit plus un moins 0,4, là où vous comprenez que sur le CPI normal, on est plus à 0,2. Pardon, on serait à moins 0,4, et là on parle pas du corps, c'est un petit peu différent. Donc on serait à moins 0,4 sur la totalité, on va dire sur l'agrégation, là où en fait on a une baisse que de 0,1, excusez-moi, sur l'agrégation, on va dire normale du CPI, du headline CPI. Maintenant, je trouve et je pense que déjà ça a énormément corrigé, vous le voyez début mars, donc ça va sprinter. Si ça ne repart pas vers le haut, ça c'est aussi possible que ça reparte vers le haut, mais ça a énormément corrigé début mars. Ce qui va se mettre en place probablement sur le CPI de mars, donc celui qui sortira début avril. Mais également, ce qu'on peut voir, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement passer, mais en gros, sur les cartes de débit, enfin les cartes de crédit américaines, donc les crédits revolving, les crédits qui sont très chers, vous savez, les Américains peuvent utiliser, faire des emprunts comme ça, juste en faisant un code, et ils contractent un emprunt. Et en ce moment, les crédits revolving sont autour des 22%. Ce qui va forcément, au bout d'un moment, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de défauts de paiement, ce qui n'est pas une très bonne chose pour l'économie, mais ça pourrait aussi ralentir voilà, une certaine demande, et quand la demande ralentit, vous diminuez les prix pour finalement vendre à peu près les mêmes quantités, ou en tout cas passer vos stocks. En tout cas, voilà, on voit début mars que ça a bien plombé. Ça a pas mal plombé pendant le mois de février, mais voilà, pour moi, sur ce qu'on peut voir sur Trueflation, en tout cas, on est sur quelque chose d'intéressant. On a déjà les prévisions un peu de la Fed de Cleveland, qui est vraiment un bon indicateur, en tout cas. Pour le moment, il a plutôt pas mal marché, et qui lui nous annoncerait pour mars 2025. Pour le moment, on va voir, parce que vous comprenez qu'on est le 12 mars, là, d'accord, on n'est pas le 31, donc c'est pour le moment pas hyper accurate, mais nous annoncerait 2,5. Vous comprenez que 2,5, alors du coup, on pourrait le tracer sur notre droite ici d'inflation. Imaginez qu'on serait à 2,5, donc là, ici, ok. Et du coup, ça nous donnerait une descente un peu plus pentue, comme ceci, une accélération du momentum à la baisse, qui nous emmènerait au mois de... du coup, ça serait pas avril, mais ça serait au mois de mai, justement, directement déjà aux 2%. Si on a 2,5, vous comprenez que le mois suivant, si en mars on a 2,5, en avril, donc mai, puisque c'est des CPI qui se printent pour le mois précédent, on serait quasi déjà aux 2%. Mai-juin, on y serait déjà.
Je pense que c'est possible, sincèrement. Je pense vraiment que c'est possible. Maintenant, parce que il y a des choses qui se dégradent quand même en ce moment, et c'est plutôt ce qui est sympathique à voir. Maintenant, je peux me tromper. Voilà, pour le moment, et encore une fois, moi je priceais août à un moment donné, donc août de cette année, ça peut se faire avant, d'accord. Et également, vous comprenez que si on avait pris le tout premier momentum, qui était celui-là, qu'on avait déjà tracé au départ, c'était quand même, vous comprenez ici qu'on avait commencé à dire, bon, bah, peut-être qu'en juin 2024, on sera déjà à 2%. Malheureusement, ça a fait très vite d'un coup, et puis ça n'a pas ici retesté et resuivi. On n'a pas continué. Donc on a quand même ici un dernier mile, un dernier kilomètre qu'il est très difficile de faire pour l'inflation, mais ce print à 2,8 au lieu de 2,9 est très bon, et ce d'autant plus que c'est plutôt impacté par le core CPI, ce qui est, je trouve, une bonne chose. Il faudrait voir ce qu'il y a vraiment, il faudrait lire le rapport. Je vais me mettre en pause, je vais le lire vite fait, voir s'il y a vraiment des trucs intéressants. Alors globalement, j'ai juste lu le résumé de Trading Economics. En l'occurrence, il y a, ça c'est une bonne chose, le shelter qui corrige un petit peu. En fait, finalement, on est bien porté par l'énergie, le gasoline, etc. Malheureusement, on ne reste qu'à 0,3, donc le pétrole diminue beaucoup, mais la bouffe remonte. Donc, c'est ça qui fait qu'on reste qu'à 0,3. Je parlais de la partie rouge, hein, de l'inflation de l'offre, encore une fois, qui peut aider le chiffre à descendre. Mais globalement, sur le core CPI, qu'est-ce qui pousse le plus vers le bas? C'est le shelter, donc l'hébergement, les voitures d'occasion et les trucks, les pick-up et les camions. Le transport qui a diminué aussi, et pour les nouveaux véhicules également, on a une vraie diminution aussi. Donc voilà ce qui porte un petit peu, d'après le Bureau of Labor Statistics, le BLS, tout ce point-là. Si vous voulez voir alors là, c'est pas, vous allez sur BLS et vous regardez le rapport sur le CPI en complet, hein, d'accord. Là, je vous ai juste fait le petit résumé qui va bien. Voilà un peu l'idée. Allez, on va sur la structure de Bitcoin. Pour moi, on a traité la news, parce que c'est la news la plus importante de la journée. Il y a quand même des petites choses à voir au niveau news, vous allez voir, puisqu'il y a des histoires de sommets sur la crypto à nouveau. Cynthia Lummis, hier, qui a fait un petit peu des annonces, des petites choses comme ça, on va en parler. Globalement, quand je regarde la structure de Bitcoin, bon, on a plusieurs choses qui sont possibles et imaginables là-dedans. D'abord, il y a des trucs qu'on ne veut pas voir, il y a des choses qu'on veut voir, typiquement ici, tac. Si on reste dans cette espèce de flag un peu comme ça, un peu correctif, c'est pas très bon, d'accord. Ce qu'on veut ici, c'est que ça pousse maintenant vers le haut. Globalement, si ça devait pousser vers le haut, on serait censé valider plus ou moins l'idée d'une épaule tête-épaule ici en figure de bottom. L'idée d'une épaule tête-épaule, vous la voyez, elle est là, hein, il n'est pas très compliqué de la voir, il faut qu'elle casse maintenant, il faut qu'elle casse. Si jamais elle casse, elle devrait pouvoir nous casser cette potentielle distribution. Pour moi, elle est potentielle parce qu'il n'y a que 2 touches pour le moment, et celle qu'on a réussi à casser pour le moment, je trouve en tout cas, c'était celle-ci, hein, celle qui était plutôt de l'ordre d'une correction 4 heures en TF4. Et je pense qu'on peut valider un break de la structure, enfin c'est pas je pense, c'est on peut valider un break de la structure, puisque vous le voyez ici, on avait un sommet majeur entre guillemets, ici on fait un creux, et ici on revient faire un sommet plus haut que le creux précédent. Donc on peut essayer d'imaginer que derrière la structure est en train de se retourner. Pas une certitude, encore une fois, on a eu, même s'il y a beaucoup de liquidités au-dessus, etc., on a eu des faux espoirs ici. Je dirais par exemple, ça c'est typiquement exactement la même figure. Alors elle a peut-être touché sa target, je crois pas qu'elle l'ait fait, hein, cette ETE-là, en particulier cette ETEI. Vous voyez ici que la target d'une ETEI, c'est tout simplement de reporter la hauteur de la figure au point de cassure. Ouais, elle l'a fait tout pile, d'accord. Ça c'est... D'une certaine manière aussi, vous comprenez ici le pouvoir des prophéties autoréalisatrices. Alors je dis pas que tout le monde est rentré sur cette ETEI en essayant d'aller chercher telle ou telle target, mais parfois, voilà, vaut mieux sortir un petit peu avant la target, parce que quand j'appelle prophétie autoréalisatrice, c'est vous avez d'autres chartistes que vous, hein, qui sont peut-être en train de regarder et de faire le même type de délire un petit peu que les vôtres. Donc bien évidemment, derrière, ce qu'il y a dans les bouquins se vérifie du coup assez fortement. Ici, si on venait à casser celle-ci, pour moi elle n'est pas encore pétée, mais si on venait à la casser, ça serait intéressant, parce que si on va à la target, hein, en tout cas, on casserait aussi cette distrib-là. Et pour moi, le fait de venir là, bon, je vois pas trop... Si, alors l'intérêt, ça serait une continuation baissière, de la grosse, hein, ici, d'accord.
effectivement. Parce que là, vous avez un break de la structure sur une UT plus importante. Ça, c'est un break, on va dire 4 heures. Ça, c'est un break plutôt daily, carrément. Et donc, voilà. Niveau intéressant, on en avait déjà quand même parlé hier, hein, de cette potentielle figure de bottom. Si ça ne se fait pas, qu'est-ce que vous devriez voir? Vous devriez avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'ai impulsé, j'ai corrigé, j'impulse à nouveau. D'accord? Et là, retour sur la zone vraiment intéressante qui se trouve autour des 75 pour moi, qui a déjà commencé. On en a parlé dans la vidéo d'hier, mais qui se trouve autour des 75. Liquidité, pour moi, il y en a beaucoup là. Entre les deux, il y en a un petit peu sur 90, là, juste là. Ok. Donc ça aurait du sens aussi de se faire rejeter par ça, parce que finalement ici, on a quand même du short qui est ouvert qui pourrait essayer de défendre. Ok. On va voir si eux ils abdiquent en revanche, c'est-à-dire que les reliquats de position ici se font prendre et liquider. Et ben à ce moment-là, ça sera le jus, justement, cette zone de 90 sera le jus pour aller plus haut. Pourquoi pas tester 93? Et là, pour le coup, pareil, si on ne se fait pas rejeter par cette boîte de liquidité là, mais qu'on la traverse, cascade de liquidation de short vers le haut, short squeeze, et là pour le coup c'est rendez-vous au-dessus de la box des 98 000. Vous allez me dire, bon c'est très optimiste tout ce que tu nous racontes là. Tout à fait, et pour le moment on est en bas, et pour le moment on est en tout point en structure baissière, on a juste un break of structure, d'accord? Donc attention, on va pas mettre la maison non plus là-dessus. Personnellement j'ai ouvert 2 positions, j'en ai ouvert une sur Bitcoin, globalement on reteste ici de cette ligne de coup, c'est-à-dire bam bam bam, on reteste ici, paf, tchic, et je suis rentré donc du coup, j'ai une entrée autour des 76 600. Ici, on va voir si ça passe crème ou pas. Pour le moment, j'ai pas pris de profit là-dessus. Je pense que je vais le faire. Il va falloir que j'établisse exactement la zone. À mon avis, on n'en est pas loin. Hein. Là, je pense que 85, ça peut être intéressant. J'ai toujours visé depuis quelques jours légèrement au-dessus là. Ici, vous voyez, ce 86 et quelques. Donc, ça peut être aussi une zone, je trouve, intéressante. D'accord? Là. Voilà, juste entre les deux, là, ici, pour dérisquer, pour sortir vraiment une partie de l'histoire. Est-ce que je vais chercher ça, ou un petit peu avant, c'est-à-dire ça 89, c'est un petit peu péchu quand même. Un petit peu optimiste, d'accord? Et j'ai ouvert aussi une position sur Ethereum, alors vous allez me dire, il est complètement masochiste, ce mec. Oui, tout à fait, surtout que ça décolle pas, ça ne fait rien. Alors c'est du 20x, donc c'est différent. Mon point d'entrée est peut-être un peu moins bon. Mais pour le coup il est un peu resté collé, et on va le voir du coup sur Ether BTC qui reste collé aussi, d'accord, on est vraiment ici, alors autant on a eu une jolie pulse à un moment, autant à chaque fois Ether veut pas quoi, c'est impressionnant. Ici on a une petite pulse et puis bam on retrace tout de suite, ici ça repulse dès qu'on apprécie un tout petit peu le ratio Ether BTC, c'est extrêmement vendeur, donc attention à ça. Et là pour le coup vous voyez qu'on est à peu près de retour au point d'entrée. Je vous ai montré là ici ça, en fait vous voyez qu'on est à 1905, donc d'accord, sur Ether. Donc en fait ma position elle est à 0, elle est pas même pas à plus 18% à ce stade. Grosso modo, si on devait voir des jolies choses sur Ethereum, alors déjà là on avait un petit momentum qui est perdu, c'est pas très joli, mais par contre, donc évitez de perdre déjà cet accu là, d'accord, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ça serait, pour moi, je vois très souvent Ether faire ça, des triangles ascendants, des triangles rectangles en correction, en figure de bottom. Il adore faire ça Ether, d'accord. Vendre sur un point vertical, ne pas venir chercher bizarrement ces longueurs, ne pas venir repasser sous la figure. C'est pas une certitude, il se peut qu'il y aille, mais voilà. Et il adore en tout cas ce genre de figure de bottom, il en fait assez souvent, donc on peut éventuellement imaginer qu'il se passe ça, si jamais ça doit casser. Si jamais ce CPI, encore une fois, est une bonne nouvelle. Pour le moment, encore une fois, ça décolle pas du tout, et vous voyez que l'Ether dominance, elle est toujours en train d'aller chercher du pétrole. Globalement, sur Ether, à aucun moment c'est joli, d'accord. Le total 3, donc les altcoins, globalement. Et derrière, on va probablement aller voir le reste. Les altcoins, ça se reprend un petit peu. C'est une petite figure de retournement quand même, on va le dire. Sur le 4 heures, c'est joli. On casse la trend, ça c'est joli aussi. On tient à peu près, je dirais, cette trend-là. Maintenant, il va s'agir de pousser plus haut que ça, d'accord. Et c'est plutôt encourageant pour le faire. Encore une fois, il faut comprendre aussi que un bon CPI,
En fait, ce qui va être, je pense que les alts vont être plus sensibles que Bitcoin à une éventuelle baisse des taux que Powell. Je pense que petit à petit même, Bitcoin va devenir plutôt résilient aux narrations d'inflation, c'est-à-dire décorrélé du marché action. Ça va se faire petit à petit, hein, il va falloir qu'il trouve déjà ses marques, etc. Mais je pense que ça va devenir un asset vraiment anti-inflation, alors que le reste de la crypto pourrait devenir plutôt du Nasdaq, d'accord, plutôt corrélé Nasdaq et voilà. Il faut juste que ça se mature tout ça. Pour le moment, c'est pas le cas. Il y a des légères décorrélations de temps en temps, et puis ça recorrèle, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. En tout cas, désolé, je vais me mettre en logarithmique, ça serait déjà plus précis au niveau des droites. Peut-être pour ça que c'était pas très bien placé derrière. Après, on n'a pas regardé en grosse time frame, donc ça n'a pas dû trop bouger. Voilà, ce qu'on veut, surtout pas perdre sur les alts, encore une fois, surtout pas avoir ce caractère correctif pour une continuation baissière. Et ce qu'on veut, c'est ici accélérer. Et à aucun moment, pour le moment, à aucun moment, on accélère. Maintenant, on peut jouer éventuellement la touchette en haut et le retest de la trend déjà, hein, d'accord, sur les alts. Ça veut dire des entrées court-termistes, d'accord. Possible, d'accord, de prendre juste ça. Voilà, et vous vendez vos alts préférés quand on arrive là, au cas où. Voilà pour la partie technique. On va aborder, même si on en a déjà pas mal fait, du fondamental. Ces 5 mecs que vous voyez alignés là ont tous perdu. Alors là, il n'y en a que 4, mais puisqu'il y a la femme de Bezos, mais il doit y en avoir un autre. Ont tous perdu de manière combinée 210 milliards depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Coinbase, et c'est très bon pour l'action Coinbase, ça, qui a une autorisation, c'est assez difficile l'Inde avec la crypto, hein, en ce moment c'est assez difficile d'avoir ces entrées, et là, pour le coup, ils ont une approval ils ont un OK go. Ça, c'était le discours de Cynthia Lummis. Globalement, qu'est-ce qu'elle nous a annoncé? Alors, c'était pas juste Cynthia Lummis, il y avait plusieurs sénateurs qui sont intervenus. Il y a eu Michael Saylor aussi, et puis il y a eu je sais plus qui. Et globalement, ces gens-là ont dit on va faire une réserve nationale de Bitcoin, etc. C'est ce qu'avait dit le président la semaine dernière, donc voilà, on va le faire. On explore les voies pour aller le faire, et elle dit qu'elle va relancer pour l'emmener au vote ce qu'elle appelle le Bitcoin Act. Le Bitcoin Act, c'est cette idée que sur 5 ans, les États-Unis devront acheter 1 million de Bitcoin sur 5 ans, et donc du coup, donc c'était déjà dans les prix, hein, ça de toute façon, mais 1 million de Bitcoin sur 5 ans, et ne pas les vendre pendant 20 ans. D'accord, donc ça relance un peu toute cette narration de pression acheteuse de la part des États, beaucoup plus que ce qu'on avait eu de la part de Trump. C'est-à-dire Trump n'a pas parlé du Bitcoin Act pendant... il a dit on va faire une réserve stratégique avec les 200 000 BTC qu'on a déjà. Lui s'est allé plus loin. Et ils ont tous tweeté, que ça soit Saylor, etc. Enfin, tous dit big things are coming. On va voir. Pour le moment, le marché en tout cas n'y croit pas. Hein, d'accord, on est d'accord. Il y avait eu un gros effet d'annonce. Personnellement, alors je vois des gens qui disent que c'était vraiment génial, qu'il y ait une réserve stratégique, etc. Toutes ces choses-là. Oui, mais en fait, c'était déjà dans les prix. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on attendait, c'était des annonces sur le Crypto Summit du week-end dernier. Oui. On attendait des annonces et on n'a pas eu d'annonce. Franchement, ils ont juste dit on va arrêter l'opération de Chokepoint 2.0 et c'est tout. Donc, globalement, c'est pas vraiment génial encore. Par contre, ça, je trouve ça plutôt une bonne chose également. Fidelity, qui fait une demande auprès de la SEC pour autoriser le stacking sur son ETF Ethereum. Ethereum a 2 avantages par rapport à BTC, outre son utilité qui est totalement différente, mais ça c'est une autre question. Mais en termes d'ETF, c'est qu'il peut proposer un rendement. Et pour le moment, ça n'est pas autorisé, d'accord. Pour moi, il y a 2 choses qui peuvent être vraiment très bonnes, que ce soit pour Ethereum ou pour les tout. Hein, c'est que les ETF spot soient autorisés à faire du in-kind plus que du cash only. C'est-à-dire qu'à l'époque, la SEC avait accepté que ça se fasse, mais en cash only. En cash only, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière... je peux rentrer avec du cash et je vais avoir... Il y a plusieurs mécanismes. Mais d'abord, je ne peux rentrer que avec du cash, mais également, en fait, les achats se font OTC. Ils peuvent pas se faire au spot directement. Ça, c'est une première chose. Ils se font le soir et ça n'est pas directement dans la journée révélateur d'un mouvement haussier. Donc, ils peuvent se faire un peu sous le manteau. Et ça, c'est une première chose. Si on était in kind, vous pourriez avoir des gens qui simplement arrivent avec du BTC et disent « Donne-moi des parts sur ton ETF ». C'est-à-dire que on aurait beaucoup plus de mécanismes
mécanismes vertueux qui pourraient se mettre en place du côté tout simplement des ETF. Donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire que ça serait vraiment pour moi une très très bonne chose. Ça pourrait vraiment être énormément vertueux pour le prix d'avoir du in-kind au lieu du cash only. Ce qui a été voté à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient déjà là à ce moment-là, mais en gros les ETF ont été acceptés et en gros à ce moment-là la SEC avait fait modifier toutes les demandes d'ETF pour que ça soit du cash only pour tout le monde. Donc des achats over the counter, donc ça impacte le spot parce qu'il faut bien que ces BTC sortent de quelque part, certes, mais pas directement, pas tout de suite. Donc ça c'était un mauvais move de la SEC, mais parce que la SEC avait aucun intérêt à ce que réellement il y ait une vraie pression acheteuse. Mais en soi, voilà comment je qualifie les choses. Et deuxième chose également, sur l'ETF Ethereum, pour le coup, le stacking avait été refusé, et ça serait plutôt une bonne chose, parce que vous avez un ETF qui vous mettez de la thune dessus, et ça vous propose en plus un petit rendement. Donc ça c'est pas mal. Après le rendement il sera partagé par les créateurs des ETF et les gens qui ont tout simplement leurs Ethereum sur les ETF. Ça peut diminuer les rendements de stacking pour tout le monde, ça c'est un peu le côté pas génial, c'est-à-dire que si vous avez des Ethereum qui sont stackés, si d'un coup tous les ETF stackent effectivement tout ce qu'ils ont, ça va énormément faire baisser le rendement tout simplement du stacking. Et la troisième chose c'est qu'Ethereum il est beaucoup moins pollueur que Bitcoin, mais ça en soi c'est plutôt dans la narration RSE à la con que tout le monde peut avoir en ce moment, c'est-à-dire de dire oh, mais moi je veux bien investir sur un truc mais il faut pas que ça pollue, et en soi il faut bien comprendre que Bitcoin ne pollue pas réellement en réalité, on va dire qu'il va surtout aller capter des énergies qui sinon auraient été perdues, d'accord, et aujourd'hui c'est des surplus énergétiques, on va dire ça comme ça, qui sont plutôt captés pour BTC parce que finalement le coût de l'électricité fait que ça devient extrêmement cher de miner du Bitcoin. Et vous avez un asset qui est formidable, parce que finalement aussi, c'est une monnaie internationale qui est un petit peu basée sur le coût de l'électricité, mais pas que, aussi sur le coût des puces électroniques. Et c'est, je pense, les deux choses qui vont faire que le monde de demain sera le monde de demain, à savoir, si vous êtes un individu ou un pays, quelle est ta puissance de calcul et quelle est ta puissance électrique. Je dis pas qu'il faut tous avoir des panneaux solaires chez vous, etc. et toutes ces choses-là. Je pense en tout cas qu'à un moment donné, il va y avoir des vraies problématiques de ce côté-là, mais également du côté de la puissance de calcul. D'accord ? Donc accumuler de la puissance de calcul n'est pas une mauvaise idée. Pour un pays ou pour un individu ou pour une société ou pour ce que vous voulez, ça reste des choses qui vont être extrêmement rémunératrices potentiellement dans le futur. Après on le voit, hein, le marché n'est pas dupe non plus, on voit ce qu'a fait l'action Nvidia et on voit que au niveau énergétique quand même, toutes les firmes pétrolières d'ailleurs s'intéressent énormément à tout ce qui est électricité, hein, vous le voyez, Direct Energy c'est Total, etc. Enfin tout le monde est dessus. Hein. Alors là, on a eu un breaking comme quoi Trump a dit, moi je vais augmenter de 25%, les tarifs sur le steel et l'aluminium, donc l'acier et l'aluminium canadien. Et puis après, il s'est ravisé finalement. Potentiel projet de ceasefire, de cessez-le-feu en Ukraine. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je pense que Poutine va refuser. Maintenant, j'ai pas eu les détails. Personne ne les connaît pour le moment. Mais ça commence à discuter et c'est plutôt vraiment une bonne chose qu'il y ait des jeunes qui arrêtent de crever dans des tranchées, tout simplement pour que derrière ça vende juste un peu plus de rafales et un peu plus et que ça achète du gaz plus cher. Je pense qu'il y a un moment donné où ça suffit quoi, c'est bon, c'est pas la peine de continuer cette guerre, ça n'a aucun sens. Voilà, finalement le Canada qui s'est un peu ravisé sur l'électricité et puis Trump qui revient en arrière. Sortie sur les ETF Ethereum, moins 21 millions, et sorti sur les ETF Bitcoin, moins 371 millions sur la journée d'hier. Ici, le, entre guillemets, géant de la batterie suédois Northvolt qui dépose le bilan. Donc, il n'y a plus de solution. Maintenant, ça y est, l'Europe n'a absolument aucun... Personne ne fait des batteries en Europe. Ça y est, c'est fini. Et là, alors on sait pas, quelqu'un qui a lancé un énorme trade à nouveau, c'était le même mec, je sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on en avait parlé, qui avait lancé un trade sur Hyperliquid, sur ce DEX en fait, il y a de ça, juste avant la réserve stratégique, c'est-à-dire juste avant l'annonce de la réserve stratégique. Tout le monde avait dit, tiens, c'est bizarre, une position aussi énorme, qu'est-ce qui se passe, et puis il y a eu l'annonce, le tweet de Trump, peut-être que c'est Donald Trump qui est derrière tout ça. J'en profite pour vous dire, venez nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne, pourquoi pas le Discord également, qui est en description de la vidéo, mais aussi, vous le voyez, en bio, sur la page X,
tous les liens d'affiliation que vous trouvez en description, c'est-à-dire pour ouvrir des comptes vous-même sur les exchanges grâce à un lien de parrainage, vont être pour vous une petite contrepartie, c'est-à-dire vous paierez moins en frais de trading, mais également une partie de ces liens seront reversés, ce qui moi me permet, seront reversés à moi, ce qui moi me permet finalement de sponsoriser, en tout cas de payer l'opération d'un enfant dans sa totalité, par rapport à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association, qui fait venir des enfants ayant des malformations cardiaques dans des pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer, les fait venir en France, les accueille en famille d'accueil, billets d'avion gratuits puisque Aviation Sans Frontières est de la partie, énormément de gens qui sont finalement bénévoles sur tous ces projets-là, et on les salue, on les remercie entre guillemets, et vous voyez que ici sur les 5000 cœurs réparés CryptoSignal, on a déjà payé un et il y en aura un deuxième cette année, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Globalement ça correspond à peu près à la totalité de ce que gagne la chaîne, 12 000 € par an. J'attends les comptes là pour voir si on n'a pas fait un petit peu plus ou un petit peu moins. En soi, si on a fait un petit peu moins, je rajouterai la différence, mais globalement, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes zones. Ici, on regarde Bitcoin, et globalement, attention aussi, parce qu'on a pris une belle poche de liquidité à 84. Ce que je veux dire par là, c'est que cette ETE peut tout à fait rejeter, au sens où la liquidité est prise, c'est peut-être juste qu'on est venu chercher, en fait. Et attention à ces break-off structures, principalement, et notamment sur Bitcoin, c'est BOS, parce que parfois, ils viennent juste, en fait, chercher une zone de valeur, comme on la voit ici, on est sur la 7 jours, c'est parfait. Voilà, moi je pense que ça va pousser plus haut, mais j'en ai aucune certitude, on peut tout à fait revenir tester 80, voire 78, d'accord ? Donc la question ici, c'est si jamais on vient retester la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, alors je sais pas exactement où on en est pour le moment, on regardera ça après, mais est-ce qu'on enfonce beaucoup ou pas, et est-ce qu'on perd même le bas, à 76 500, c'est ça ? Ouais, 76 500. Ether, même délire un peu, attention, il y a pas mal de monde, étant donné qu'il a larvé sur zone, Ether, il a vraiment du mal, il est même pas venu chercher les 2000, donc Ether, il y a une force vendeuse incroyable, une force shorteuse aussi qui est incroyable, qu'on ne vient jamais chercher, et qui à aucun moment ne short squeeze. Petite poche de liquidité autour des 1820, où là il y a un petit paquet de monde qui sera liquidé. Je pense que c'est parce qu'on a traîné un peu ici dans les 1900 et on est revenu traîner une deuxième fois ici dans les 1900, légèrement en dessous. Au-dessus, je serais étonné quand même qu'il n'avait pas cherché 2000, d'accord, mais pour le moment il veut pas y aller, Ether et vraiment c'est une insulte à ce que devrait faire le prix, en tout cas en ce moment. Il était assez facile à trader, je dirais encore jusqu'à il y a 6-8 mois. Ouais, c'est ça, décembre. Je trouve que voilà, jusque là, il était assez facile à voir. Enfin, en tout cas, il joue encore la liquidité. Là, sur Ether, c'est juste vendeur et la liquidité ne fait rien pour le moment. Ça n'est pas un marché de liquidité, c'est un marché de panic sell sur Ethereum, littéralement. À quel moment ça redeviendra un marché de liquidité ? Quand on aura absorbé tout le panic sell. Ce panic sell, il faut l'absorber, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait du monde qui dise moi je suis plus vendeur. Je suis plus vendeur, même si ça baisse plus, de toute façon, je ne vendrai pas sur ces prix-là, etc. Donc, globalement, quand on rentre dans le dur, c'est-à-dire les long-term holders, ce qu'on appelle les diamond hands, les gens qui, de toute façon, hold et regardent le truc, et puis voilà, et puis se disent, c'est bon, il n'y a pas de problème, je ne vends pas. Là, on a toutes les mains faibles. Quand je dis mains faibles, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ceux qui ont plus une vision un peu plus court-termiste, qui sont en train de vendre là, et pour certains, certainement, ça a été acheté beaucoup plus bas. Donc, de toute façon, c'est un bon move, d'accord ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Et au demeurant, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a purgé les stop-loss de tout le monde depuis le 18 décembre. Donc, ça fait 1 an et demi, 1 an et 3 mois. Tous les stop-loss ici ont été purgés sur Ethereum. Donc, ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a mis sous l'eau tout ce qui avait été racheté dans cette mèche-là. À ce stade, en tout cas. Donc, tous les court-termistes, on va dire. Parce que parfois, sur Ether, vous avez aussi des gens qui payent des supports court-terme. Ici, donc, au 2 février, donc il y a de ça 1 mois et demi. Donc, short-term holders, en l'occurrence. Ici, tous ceux qui avaient racheté ici, là-dedans, finalement,
ils se sont fait rect et c'est peut-être même eux qui ont revendu ici dans cette zone-là. D'accord, donc cette petite vente à perte ici, peut-être il faudrait aller voir sur Glassnode et le résultat de vente court terme. Donc la question ici, c'est au bout d'un moment, l'offre elle est absorbée finalement par les acheteurs. Vous n'avez plus aucun vendeur en face, et du coup les acheteurs sont obligés de racheter un petit peu plus haut, d'accord, ou en tout cas de racheter en range, ou voilà. Mais pour le moment, aucune structure de retournement, rien du tout sur Ethereum. Et vous voyez que là où on va dire BTC a lui pété sa trend, qui était celle-ci, hein, plus ou moins hein, pour schématiser, et il est quasiment au contact de celle-là. Ether, il reste complètement collé en bas, il ne se passe rien. Maintenant, si on peut mettre en place, pour le coup, je dirais que sur Ethereum, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais globalement, l'idée c'est de surtout pas perdre ce triangle rectangle, hein, la petite accumulation ici qu'on voit de là à de là, ok. C'est pas beau, en tout cas, et c'est pour le coup, même tous ceux qui rentrent un peu sur ce genre de support ici, 1856, etc., c'est très décevant. À chaque fois que j'ai fait une entrée dernièrement sur les 6 derniers mois sur Ether, ça a été assez peu rémunérateur, d'accord. C'est ce qui me fait me dire, hein, parce que, comment dire, à force de ne pas abandonner, celui qui n'abandonne jamais n'échoue jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a une idée et qui n'abandonne pas cette idée et qui, par contre, essaye de trouver voilà, les bons spots, les bons endroits, les bons slots pour éventuellement y aller, eh bien, parce que là, ça aurait aussi bien pu partir comme ça et tout péter, et voilà, remonter tout de suite à 2005, auquel cas, c'était jackpot. Pour le moment, ça reste collé, littéralement collé à 1900. Ça ne réintègre pas, pour le moment, hein, encore une fois aussi, les supports précédents des 2000, hein, je dirais, là, ici, hein, tant qu'on n'a pas réintégré ça sur Ether, ça veut dire qu'on n'a pas réintégré grand-chose. Il y a aussi beaucoup de DeFi sur Ethereum, donc il y a peut-être des intérêts, comment dire, quand on perd des supports majeurs comme ça, il y a peut-être des intérêts à purger encore plus bas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des mecs qui contractent le maximum, par exemple, de thunes, sur Ethereum, et pour moi ça sera aussi un gros signal de top sur Bitcoin quand vous pourrez acheter votre maison et en face mettre du Bitcoin en collatéral, d'accord. Ça sera un signal de retour de la volatilité, je pense, en tout cas c'est mon avis, parce que ça permettra à des Bitcoins de changer de main alors que la vente n'était pas volontaire, d'accord. Et c'est la même chose ici sur Ethereum, un petit peu, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que vous avez des Ethereum ici qui, quand on purge sous les supports, changent de main. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui n'a pas rajouté du collatéral en face de son crédit, a eu un crédit, par exemple, vous imaginez, ici je rentre et je dis, bon, je suis à peu près, je sais pas, on est dans ces eaux-là par exemple, et je me dis, bon, c'est bon, on a un joli support aux 3000, je pense pas qu'Ether reviendra à retester 2000, donc je me prends un crédit de X millions de dollars et qui serait éventuellement liquidé si jamais mon collatéral allait à 2000 dollars. C'est-à-dire que la valeur de mon crédit correspond à X Ethereum à 2000 dollars, plus les frais. Donc ça, c'est mon collatéral. Et bien, si on va venir pêcher mon collatéral, donc j'arrive dans un margin call, un appel de marge, hein, typiquement, c'est ce qui se passe parfois sur la DeFi, et bien typiquement, c'est ça aussi qui fait que quand on perd les supports, et là pour le coup ça a été le cas, et bien on a aussi une cascade de liquidation, d'accord. Donc il faut comprendre que, étant donné que beaucoup de DeFi est quand même basé sur Ethereum, et bien ce qui se passe dans ces eaux-là est bien sûr extrêmement vendeur. Alors là, on va voir ici où ça nous mène, hein, cette histoire-là, mais vous comprenez ici qu'il y a aussi un mécanisme en plus, je dirais, sur Ether. Ici, vous voyez, bon, Ether BTC, on en a parlé, voilà, on va faire les liquidations maintenant. 388 millions, on a liquidé plus de short que de long normal, l'action de prix a été plutôt haussière, ça n'a pas été non plus incroyablement haussier, mais voilà. Ici, 150 millions en long sur Bitcoin et 50 millions en short. Globalement, la moitié du marché correspond à Bitcoin. Très peu d'intérêt sur les altcoins en ce moment. Sur Ethereum, vous voyez qu'en revanche, le marché a liquidé plus de long que de short. Donc ça, c'est intéressant aussi. L'action de prix est restée tellement collée au plancher sur Ethereum que voilà. Derrière, pas beaucoup d'ordres avant 85 000. Et ensuite 89, 90. Les marchés en levier. Les marchés en levier. Alors globalement, on est venu chercher ce point-là, ça c'est fait. Attention parce qu'on était longué bien sûr sur le bottom à 76 et quelques. Ici je monte et le fond il monte, c'est normal. Ici je suis pas mal shorté, c'est ce qu'on a short squeeze derrière. Ici je me remets un petit peu, hein, vous le voyez. Bon là je suis en 4 heures, on va zoomer un petit peu plus parce que sinon ça va être difficile de lire.
Et ici, ça latéralise, ça latéralise. La seule chose que j'ai, c'est un petit peu de short ici. Voilà, on vient juste d'aller faire une touchette. Pour moi, c'est pas liquidé encore. Donc voilà, on va le décaler ici. Hein. Il y a encore un tout petit peu de short au-dessus de la structure. On va le mettre en 1 pixel. Donc vous comprenez que là, que le prix est en train de s'occuper de ça. Ça résiste pas mal, hein, je trouve. Je me serais attendu à une cassure plus franche de l'épaule tête-épaule que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, on peut sauver ça. Et on va regarder iBlock. iBlock, j'ai déjà, je crois, montré un petit peu. Mais globalement, voilà, on a pris ça. Sur la 1 semaine, on va aller... Donc on a regardé déjà la 1 semaine, autant pour moi. On va aller regarder vite fait la 3 jours. Globalement, il y a encore un truc à prendre. En tout cas, j'ai l'impression. Et je crois qu'on vient d'y aller. Donc... Des fois, malheureusement, l'affichage sur iBlock est pas foufou. Je regarde un truc. Hop, hop. Oui, on vient juste de faire un petit croc dans cette espèce de zone. On vient de percer un petit peu ce petit abcès. Ce faisant, on vient dans... Donc le sentiment semble assez shorter quand même. On vient d'en créer un à 85 330. Ce que je veux, c'est que ça continue comme ça. Là, vous voyez qu'on a opacifié la zone supérieure. Ce qui est plutôt une bonne chose hein, quand vous traînez un petit peu. C'est pour ça qu'on veut de l'aspect correctif dans les structures. Alors pour le moment, c'est pas une certitude que c'est le cas, mais je pense que c'est le cas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on va sur la toute petite TF, hop. Typiquement, impulsion, correction, impulsion, correction. Alors on joue un peu avec la trend là. Attention à ce que ça soit pas la correction de ce qui a été l'impulsion ici, c'est-à-dire revenir faire un tour sur le petit support à 81 385, pardon, ce qui est tout à fait possible. Ici, il y a un petit support, voilà, revenir ici nous donner ça, c'est-à-dire perte de trend, etc. Je trouve en tout cas que si on regarde en UT très forte, on accumule du short ici sur la petite structure. On a vu qu'on avait créé une petite poche de liquidité sur le très court terme, légèrement au-dessus. Hein. Je suis sûr que si on va voir sur le 12 heures, elle doit être relativement limpide. Alors, elle n'est pas limpide de ouf. 85.3, c'est ce qui vient de se rajouter. Hein, là, vous l'avez vu depuis qu'on a fait la touchette. Elle n'est pas limpide de ouf et on n'a pas, je trouve en tout cas, donc autant pour moi, vous voyez, c'est bien d'aller regarder de temps en temps. Il se passe plutôt des choses autour de 81 où on a opacifié pour le coup. Si je regarde sur la 1 jour, en tout cas d'après iBlock, hein. Sur la 1 jour, même chose, vous voyez qu'on est plutôt forgé en longue. Liquidité qui a été plutôt longueuse. Alors c'est curieux parce que moi quand je regarde le fonding, pas le sentiment que ça a été non plus de fou. D'accord, j'ai l'impression d'avoir plutôt ici une structure qui monte dans sa globalité et un fonding qui reste collé au 0,06. Ce qui est très faible, c'est une zone quasi neutre. D'accord. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt haussier l'histoire. Je vois plutôt le truc se charger en short au-dessus, c'est pas ce qu'on voit sur la 12 heures, hein, d'après donc 12 heures, typiquement, voilà ce que je regarde là. 12 heures, ça serait à partir de 3 heures cette nuit, donc un peu plus tard. 12 heures et 24 heures, donc ça, 12 heures, ça serait à peu près à partir d'ici. Et oui, 12 heures, oui, non, même pas, non. Non, oui, je trouve que c'est pas non plus extrêmement... Et par contre, 24 heures, ça serait globalement à partir de là. Donc c'est pareil, je trouve que le fonding est resté collé, alors que le prix a augmenté. Maintenant, je peux me tromper. Et iBlock, vous comprenez que c'est un algo, mais du coup, il a sans doute voilà, beaucoup plus d'informations entre guillemets sur les API que moi. Globalement, en fait, ce qu'on veut voir ici, c'est typiquement pas ce qu'on voit là, par exemple. Là, on vient peut-être rechercher le support dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un petit quelque chose également là. D'accord, et il s'agit d'un 5 minutes. Ici. Donc si on vient juste purger là-dessous, on n'est pas censé passer plus de 5 minutes en dessous. D'accord. Et globalement, voilà, on aurait bien aimé garder la traîne quand même, et pour le coup, traverser l'aspect correctif de ça. Que ça soit un flag, hein, globalement. Tac, tac et tac. Ok. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu perte du niveau. Ça tient pas ici. On vient chercher la liquidité qui est là. On va voir sur la... Donc il y avait effectivement un peu de liquidité dessous. Et on va voir sur ici, puisqu'on a dévissé un petit peu. Toujours intéressant de regarder en temps réel. 44 minutes, excusez-moi, du coup c'est un petit peu long, mais voilà. Je le disais donc la 12 heures.
Donc la fraîcheur, hein, on va regarder ici la vraie fraîcheur. Hop. Alors on vient de cueillir un peu ce qui se passe là. Possibilité d'aller à 81. Légère chose aussi à 82. On va regarder sur la charte. 82 c'est là. Et possibilité d'aller à 81. Je pense que 81 c'est là. Donc on aura nettoyé la 12 heures. Si ça se remanifeste pas un long entre temps. Et pour le moment, vous comprenez que ce qu'on voit là sur la charte, c'est que l'épaule tête-épaule refuse. Elle ne casse pas. Ou en tout cas, quand elle casse, là ici, les shorts ont parlé. Ce niveau, pour le moment, tient. Est-ce qu'il faut aller ressourcer plus bas, redécaler le sentiment vers des choses plus négatives, de manière à finalement ressourcer et partir ici à l'assaut de ça? Oui, je pense, oui, ça paraît évident maintenant, hein, mais pour le coup, ça paraît un peu ça qu'il faut faire, et potentiellement, attention à ça, puisque étant donné qu'on perd un peu la traîne là, et que ça accélère, hein, vous voyez qu'ici que on est en train de long squeezer un peu tout ce qui se passe là-dedans, à l'inverse d'aller short squeezer ce qui se passe là-dedans, ok. Eh bien, il reste tout à fait possible de réattaquer le bas, ce qu'on verra du coup à la fin un peu comme un troisième rejet de cette trend là, d'accord. Donc la zone est, si on modifie ne serait-ce qu'un tout petit peu la traîne, et on n'aura pas besoin de modifier beaucoup. Voilà, je me mets là. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Je peux même me mettre éventuellement plutôt comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, voilà, très bien. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai la conjonction d'un niveau horizontal et d'une trend. Donc pour le moment, peut-être que le prix a besoin de prendre un peu de jus pour ne pas arriver dans un endroit où les deux se rencontrent. Voilà. Mon scénario privilégié, c'est quoi? Je suis assez conscient que en ce moment, y compris sur les bonnes news, le prix a plutôt tendance à corriger, d'accord? Donc en termes de liquidité, on peut peut-être se dire, il n'a pas pris ce qu'il avait à prendre, ou en tout cas, le sentiment reste très vendeur sur le court et moyen terme. Donc, on peut tout à fait aller chercher 75, on peut tout à fait aller chercher 73. Dorénavant, on a accepté vraiment cette idée d'un truc hyper distributif et on n'est pas juste en train de gratter de la liquidité sous la structure. En tout cas, si jamais c'était le cas, il faudrait que le prix se remette ici, vous l'aurez compris, en fait, regagne quasiment 90 et peut-être même 95 000 dollars d'ici 3 jours. Ça reste possible, mais pour ça, il faudrait qu'ils réagissent bien déjà quand il y a des bonnes news. Là, en l'occurrence, la news, elle est sortie à 13h30. Donc, elle est sortie... Tac. Ici. Attends, pardon. On va mettre un petit truc, là. Je suis en 5 minutes en plus. Ici, d'accord. Donc, ce CPI... baissier, hein, c'est-à-dire le fait que l'inflation se calme, a déjà été très largement ravalé. En général, c'est pas toujours le cas, hein, attention, c'est pas toujours le cas parce que, on va dire, si je vous donne ici ça comme une méthode pour trader une news, ça sera pas toujours vrai. C'est toujours assez compliqué de trader une news. Globalement, pour moi, il faut... Et c'est ce que j'ai fait, hein, vous l'aurez compris, hier et ce matin, je dirais anticiper la news, voilà, faire des premières entrées avant que la news se passe, anticiper la news et déjà être dans le train au moment où la news se passe, c'est-à-dire payer la news comme, vous voyez là par exemple que le mec qui aurait payé le bon CPI à la minute près, hein, et ben il serait déjà très largement sous l'eau, et c'est le but, d'accord, c'est le but des news, c'est littéralement de faire ça, c'est-à-dire de faire le vrai mouvement et taux haussier. C'est ça que je veux dire. Le vrai push, la news est haussière, et c'est une news d'achat. Mais par contre, on a besoin de sortir tout le monde pour finalement derrière faire le vrai mouvement. Donc j'aurais peut-être tendance à dire que ce 5 minutes là peut tenir. Si c'est pas le cas, ça veut dire que vraiment Bitcoin est dans une relation complètement distributive au marché, et que il y a de la liquidité à chercher beaucoup plus bas, les gens sont trop optimistes, et qu'on a besoin de les cueillir et de vraiment faire un sale move, un sale coup à une bonne partie des gens qui sont sur ce marché-là. Voilà comment je vois les choses.
dans l'idée. En tout cas, l'inflation se calme, c'est la très bonne nouvelle. Pour moi, c'est haussier. Je pense qu'on va casser cette épaule. Je pense qu'on va, à long terme, du coup, venir chercher 90 000 $ à minimum. Et je pense aussi aux 96 pour à minima un rebond haussier, peut-être après, avant de revenir, peut-être qu'après il faudra revenir retester les bas, etc. Maintenant, dans ce marché de liquidité actuel, je vous parle souvent de est-ce qu'on est dans un marché de FOMO ou est-ce qu'on est dans un marché de liquidité. Et ben, si jamais on ne le fait pas, il faudra simplement se dire que on n'est pas dans un marché de FOMO. Un marché de FOMO, c'est à l'achat, c'est-à-dire que vous laissez du long sur la route et vous poussez comme un malade. Ici, j'aurais plus tendance à dire que finalement, c'est un marché que je qualifierais plutôt de marché de panic sell. Donc du coup, la liquidité importe peu. C'est-à-dire que... et en plus, on l'a vu, le funding est négatif malgré la diminution du prix quand même. Le funding est, je dirais, à 0. Ce qui nous dit, parce que là, avec une telle... Vous comprenez qu'on vient de faire la semaine la plus baissière de toute l'histoire de Bitcoin en termes de dollars, je parle de la semaine dernière, on devrait être très largement dans un funding négatif, et ce que nous dit quand même aussi là en ce moment le funding, c'est que toutes les liquidités qu'on voit ici, là et là, ont pris des profits là-dessus, et on le sait puisque le funding n'est pas à moins 0,0... je sais pas, moins 0,10, 20, 30. Le funding n'est pas négatif, d'accord. Malgré cette énorme diminution du prix, on fait que des petits tours dans le négatif, mais on reste sur des zones neutres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des prises de profit, des longueurs, des shorters également. Donc au plus on diminue, c'est comme quand on monte. Quand on monte, vous avez plusieurs manières de faire sortir un longueur, c'est de lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire le prix auquel il sort, auquel il dit bon ok, je sors de ce marché. Vous n'avez pas des gens qui restent ad vitam aeternam. Et là, en l'occurrence, il y a certainement des gens qui se sont hedge sur toute cette descente, mais qui sont déjà en train de sortir leur hedge. Et on le voit ici, c'est quand même relativement flagrant que les shorters sortent leurs profits. Ce qui malheureusement veut dire que pour le moment, ce n'est peut-être pas fini. Maintenant, les zones sont cool, je trouve. Le funding reste neutre, donc on n'a pas non plus... trop de longueur, ce qu'il faut c'est que le sentiment s'inverse, et pour inverser le sentiment il faudrait à minima que le prix se reprenne bien quand même sur des news correctes comme celle qu'on a eu aujourd'hui, comme celle qu'on a eu également hier, Cynthia Lummis qui dit on relance l'idée d'achat d'1 million d'achats sur 5 ans, 1 million de bitcoin achetés sur 5 ans. Bon, alors c'est pas voté, et c'est quelque chose qui était déjà dans les prix, qu'on savait déjà. Donc voilà, on va voir ici, déjà, moi j'aurais tendance à regarder comment se fait l'évolution sur le sondage CME. C'est-à-dire, est-ce que petit à petit, le marché, vous voyez, là on est passé à 1% dorénavant. Donc voilà, on a plutôt vraiment cette idée que le marché dit non, pour elle, il bougera pas. Et ça, c'est la semaine prochaine. Et par contre, ce qui serait intéressant de regarder, c'est du coup à celui du 7 mai, on commence à avoir 30% du marché qui price qu'il va bouger, mais vous voyez que c'est assez étonnant aussi. Mais finalement, alors un mois auparavant, il y avait que 10% qui pensaient qu'il allait faire une pause. Il y a de cela une semaine, donc quand on a eu la data, on a eu 40% du marché qui pensait que Powell allait diminuer, et 10% qui pensaient qu'il allait diminuer. Derrière 40%, 37% hier, et aujourd'hui, une fois que le CPI est sorti, et pourtant le CPI est plutôt baissier, vous avez une diminution de ça, donc au lieu de 37, 32%. On va voir comment ça évolue, parce que parfois c'est un petit peu bizarre la manière dont ça réagit pas tout de suite à la news. Je sais pas comment ils font leur sondage, du coup, voilà, peut-être que... Je sais pas comment c'est fait exactement, est-ce que c'est en ligne, etc. Si quelqu'un a l'info d'ailleurs, dites-le en commentaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Globalement, il va falloir là, pour le coup, mettre un peu sous l'eau ceux qui ont tradé directement la news au moment où elle sort. Donc vous voyez qu'on a retracé, typiquement, une sorte de petit set de news. Pour ceux qui étaient rentrés avant, donc là ceux qui étaient rentrés avant n'ont pas finalement eu leur belle bougie de distribution plus haut, donc du coup ça revient en dessous du niveau de départ, c'est-à-dire que en général assez souvent vous faites une
belle bougie comme ça sur une news comme ça, et en fait c'est dans cette bougie là que les traders qui s'étaient positionnés là, là et là vendent, hein, tout simplement l'histoire. En l'occurrence pour le moment elle n'a pas trop eu lieu quoi, d'accord, hein, ce qui s'est passé sur l'annonce entre guillemets CPI, bon, c'est un petit plus, je cherche ici, voilà. Plus 1,47%. On va voir également comment se comporte le marché action aujourd'hui. Une fois qu'il aura nettoyé, encore une fois c'est long, hein, d'accord, c'est un peu ça l'idée. Grosso modo pour moi le petit support en 5 minutes il est là, on a un autre truc dans une unité peut-être un petit peu plus haute, plutôt du 1 heure peut-être, par là, d'accord, à 81,3. Et on l'a dit en liquidité, un petit truc à venir chercher peut-être autour des 82 et un petit truc à venir chercher autour des 81. Donc globalement les chiffres ronds pour faire simple. Si on casse en revanche, il y aura une belle accélération. C'est-à-dire que là ce qui est décevant c'est quoi? La première cassure, là, donc en fait vous comprenez que dans cette première cassure on vient chercher ça, ça, ça et ça. Ok. Elle n'engendre pas la cascade de liquidation qui permet directement d'aller chercher ça. Donc ça c'est pas très bon. C'est-à-dire que en théorie, ça veut dire que ça a été très vendeur sur la news et que tous ceux qui avaient, on va dire, tradé un bon CPI, globalement, à peu près probablement racheté cette zone-là pour vendre celle-ci, l'ont fait dans un laps de temps très court et ont du coup annihilé. Vous avez ici également ceux qui viennent shorter la résistance, qui se sont bien mis qui se sont mis bien. Et puis voilà. Mais à ce stade, on peut estimer que dans tout ça, la cascade de liquidation, elle n'a pas été folle. C'est-à-dire qu'en général, sur une cassure, ça accélère quand même. Et là, ça n'a pas accéléré. Ce qu'il faut maintenant, c'est que, et ça on l'a vu, ça commence à être le cas. Hein, on a dit qu'à 85, il y avait un petit truc qui s'était créé au moment où. Et bien à ce moment-là, ça soit tellement bien qu'on ait envie de revenir le chercher, c'est-à-dire de racheter tout ce qui se passe là pour revendre du contrat très légèrement au-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Oui, on pourrait faire une petite étude un peu du point de contrôle, surtout depuis la descente depuis le 6 mars. Voilà, on y est. Hein, d'accord. Je pense qu'on l'a regagné, je trouve, hein, en tout cas. Ça peut être intéressant de se baser là-dessus. Donc c'est peut-être rendez-vous déjà à 86 pour le prochain move, si ça tient. Si on le perd, en revanche, on voyait que c'est plutôt rendez-vous sous la structure, d'accord. Globalement, voilà, pour moi, il ne faut pas perdre ce creux-là, je dirais 81, et je pense même que ça serait bien que 82 000 tiennent le prix. Donc le petit 5 minutes que je vous ai mis là, hein, avec 82 et quelques, doit tenir, sinon c'est pas très joli. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, dites-le si c'est le cas. On a bien débriefé, je pense, cette diminution de l'inflation. On a été assez complet sur pas mal de choses. Si il vous en manque, n'hésitez pas à venir poser des questions sur le Discord ou autre, Twitter également. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que pour vous, ça c'est une correction? Ce qui est relativement possible tant qu'elle n'accélère pas, hein, et pour le moment elle n'accélère pas. Vous voyez qu'on est même peut-être plutôt en train d'avaler et d'enfoncer tout le reste. Donc est-ce que vous voyez ça comme une correction, là, ce petit retracement qui est là? C'est-à-dire que c'est terminé, ok, puisqu'on en perd un peu la ligne. Donc je parle dans cette UT. C'est-à-dire pour vous, est-ce que c'est un faux break de structure et est-ce qu'on va venir perdre le bas? Sous-entendu, ne pas aller, allez on va dire ça comme ça, ne pas aller chercher 91 et perdre 77 et essayer d'argumenter un petit peu, hein. Donc ne pas aller prendre 91 et perdre 77, ne pas faire la continuation de structure, mais plutôt juste on est venu prendre un peu de thune au-dessus du niveau et dégage vers le bas, un SFP, hein, un swing failure pattern. Swing failure pattern étant la pattern c'était l'épaule tête épaule inversée et la failure c'était tout simplement le rejet, l'angle bande que vous voyez là, ce qui est tout à fait
honorable est possible, encore une fois. Le marché est excessivement baissier et cette trend peut rejeter à nouveau pour nous donner quelque chose de plus pentu, hein. Donc attention à ça, bien sûr. Intégrez-le dans votre système de trading, bien évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.